Madame et Messieurs les académiciens, Monsieur l'ambassadeur, chers collègues, chers amis, Madame et Messieurs, merci d'être là, malgré les circonstances difficiles, en particulier pour cette journée d'action. Je voudrais remercier aussi l'Académie de me permettre de vous donner cette leçon. C'est une leçon que je n'ai jamais donnée nulle part, que j'ai préparée expressément pour cela. Je l'avais déjà demandé l'année dernière. Et puis ces derniers mois, les évolutions ont fait que j'ai légèrement adapté ou ajouté plusieurs choses que je n'avais pas pensé de dire tout au début. Mais avant ça, je voudrais rendre hommage au professeur Jomotte. Vous avez peut-être vu sur l'invitation que c'est M. Jomotte qui parrainait cette leçon. Il est malheureusement décédé entre-temps, entre le moment où il avait accepté de parrainer ma leçon. Et je voudrais dire que c'était un grand monsieur de la science, qui aimait la technologie, qui a fait beaucoup de choses pour le bien de l'Université de Bruxelles et également pour l'Académie, puisque c'est lui qui était à la base de la fondation de l'Académie de technologie, de la classe de technologie. Et donc, un grand merci à monsieur Jomotte pour tout ce qu'il a fait. Tout devient smart. Même les vols d'avion. On ne parle plus de low cost, on parle maintenant de smart cost. Quand vous arrivez à Zaventem dans le hall, c'est ça qu'on voit. Tout devient smart. Et donc, on va parler de smart. Mais qu'est-ce que signifie smart? Ben, c'est beaucoup plus qu'intelligent. Le mot smart est quand même un mot assez sympathique, je trouve, parce que c'est quelque chose qui est très dynamique, qui est très positif. C'est quelque chose de même élégant. Rapide, éveillé, c'est quelque chose qui se prête à beaucoup de choses. On aimerait bien tous être des smart, et pas simplement être intelligent. Donc, c'est bien qu'on utilise ce mot, parce qu'en fait, on est dans un monde tellement dynamique qu'en effet, il faut être beau, éveillé, intuitif, intelligent, populaire. Et on va voir que l'énergie peut être comme ça. Les réseaux électriques et gaziers vont être smart, mesurés aussi de manière intelligente. On n'en parle pas beaucoup, mais moi je pense que c'est important de parler de smart eating. On va voir pourquoi. Et puis évidemment dans le domaine du transport, tout doit être intelligent. Finalement, la ville, bien entendu, doit être intelligente. Et aussi, je vais vous montrer quelques photos très rapidement de ce que j'ai découvert en Chine au sujet de smart. On a bien entendu le smartphone, et le smartphone va nous accompagner dans les différents chapitres de cette leçon, et on va commencer par l'énergie stupide. Est-ce qu'on était tous idiots avant de parler de smart? Ben non, bien entendu que non. Peut-être vous connaissez la loi de Moore, qui en informatique est ce qui a stimulé le développement de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Moore était un des fondateurs de la fameuse compagnie Intel. Dans tous nos ordinateurs, il y a des puces, presque dans tous, des puces Intel. Donc il était à la base de cela. Et il a prédit que la vitesse de développement de l'informatique sera telle qu'il y aura un doublement tous les 2 ans de l'intégration des systèmes dans les réseaux, dans les cartes. Et donc, oui, c'est pas une loi physique, bien entendu, c'est une projection qu'il a faite qui se vérifie. Et vous voyez que tous les 2 ans, on doit changer de smartphone tellement les applications deviennent lentes par rapport à ce qu'elles étaient auparavant. Donc il y a un gros développement dans ce domaine. Et lui-même disait, j'ai bien aimé ce mot, il faut de la cleverness. Aujourd'hui, il dirait smartness. Quand il a développé sa loi, c'était en 65, voilà, cleverness. On doit faire un gros effort. Et il le disait, ce sont des efforts d'ingénieurs qui vont conduire à ces gros développements pour le futur. Et donc, il a prédit toutes ces ruptures qui sont devenues des réalités. De son temps, quand il a développé sa loi de Moore, c'était des gros systèmes, comme il y a là-bas à gauche. Et puis, on a les smartphones aujourd'hui. Et je voudrais vous poser une question. Quelle est la différence entre ces deux étages de photos? Quelle est la différence fondamentale qu'il y a entre
des ordinateurs et l'énergie. Que l'énergie soit fossile ou renouvelable, ça revient au même pour ce que je voudrais vous dire. La grosse différence, ce sont des bits qui n'ont rien à voir avec des molécules. Et si on se cantonne à penser bits dans le monde de l'énergie, on se fourvoie. L'énergie, c'est des molécules. Des électrons dans le cas du photovoltaïque, mais c'est quand même au niveau des molécules, ce n'est pas au niveau des bits. Et la vitesse qu'il y a de modification dans l'informatique grâce aux bits ne s'applique pas à l'énergie. Ce qu'il y a dans l'informatique, dans la technologie, ce sont des ruptures chaque fois beaucoup plus loin, on va beaucoup plus loin avec de la science fondamentale. Dans l'énergie, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas des changements de loi fondamentale. Il n'y a pas de rupture technologique depuis très longtemps. Il y a eu une rupture technologique avec le développement du nucléaire. C'est à mon sens la dernière rupture qu'il y a eu. Le gaz de Rochemer, ce n'est pas une rupture technologique. C'est une amélioration d'une technologie des pétroliers. Je ne vois pas d'autres ruptures technologiques ces dernières années. C'est là le nœud de notre problème. Et ce qu'on a fait depuis lors, ce sont des progrès en améliorant chaque fois un petit peu les rendements, les processus, et en réduisant les coûts par la production massive. Une éolienne, enfin, il y avait une éolienne sur la photo auparavant, une éolienne, la technologie est la même. Ce n'est pas une rupture technologique. On améliore les processus, elles sont plus grandes, plus fiables, mais ce n'est pas une nouvelle technologie. Les pompes à chaleur, ce n'est pas une nouvelle technologie. J'ai dans mon bureau un frigo qui appartenait à un commissaire des années 60. Et il l'a donné à son chef de cabinet qui était mon directeur, et puis son assistante est devenue mon assistante. Bref, j'ai hérité ce frigo, il date des années 68, c'est une pompe à chaleur. Oui, je dois vous montrer quelque chose. J'ai avec moi cette revue de National Geographic. Voilà là. National Geographic. Et j'aime bien cette phrase de Goethe qui dit que toutes les pensées intelligentes ont déjà été pensées, on doit les repenser, c'est-à-dire qu'on tourne en rond et essayer d'améliorer les rendements. Si vous voulez, vous pouvez feuilleter ça tout à l'heure, c'est fantastique, ça date de février 81. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? La transformation du charbon en carburant de synthèse. J'ai fait mon doctorat dans ce domaine. Ça marche, ça coûte cher, et donc pas beaucoup de personnes ne le font. Sasol en Afrique du Sud continue à le faire, mais il n'y a pas de véritable révolution. La géothermie dont tout le monde parle, c'est vieux comme le monde. Il y a deux applications en Europe. La première, c'est à Lardarello, en Toscane. Depuis 1905, on a découvert là-bas que dans les eaux, il y avait du bore. Et donc, un Français, un noble Français de l'Ardèche, a commencé à exploiter le bore. Et puis, il a découvert qu'il y avait de l'énergie et il a produit l'énergie géothermique. Et vous allez le voir tout à l'heure, on est toujours là, au même point. La production de biomasse, dans ce livre, tout est expliqué, tout ce qu'on fait aujourd'hui était déjà là-dedans. Les promesses des océans aussi, c'était là-dedans. On va en dire juste un mot dans un instant. On voulait faire des maisons intelligentes. Là, on a fait des progrès. Vous allez le voir que ça commence grâce à l'informatique. On est en train de faire des progrès pour diagnostiquer les maisons. La biomasse, vous entendez pour l'instant beaucoup de publicité en disant qu'il faut recycler le marc de café pour faire du compost. N'est-ce pas? Rien de nouveau. On explique dans ce... C'était une toilette écologique où on devait recycler en même temps tous les produits bio de la cuisine. Et puis tous les 2 ans et demi, il fallait aller dépêtrer avec ces produits-là. Ce sont les mêmes processus qu'aujourd'hui, il n'y a pas de révolution. L'avion solaire, M. Picard, il a fait voler son avion, mais il y avait déjà des avions qui volaient avant lui. Je vous signale que ça, ce n'est pas une rupture technologique.
L'effet photovoltaïque a été découvert par Becquerel en 1839. Ce n'est pas une rupture technologique, le panneau photovoltaïque. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est réduire les coûts par une production massive, notamment en Chine. Ça non plus, ce n'est pas une rupture technologique. C'était l'idée qu'il y avait de produire du pétrole ou du gaz de roche-mère, de schiste, à partir de galeries minières. Et puis on a dit, ben non, on ne va pas faire des galeries minières, on a développé une autre technologie. Hein, c'est celle qui permet aujourd'hui de produire beaucoup de pétrole et de gaz aux États-Unis. Mais tout était déjà prévu. Donc, on n'était pas des stupides avant, mais on va un peu regarder quelle est la situation aujourd'hui avec ce développement de l'énergie de ces 30-40 dernières années. Au niveau européen, nous avons des objectifs ambitieux. 20% d'énergie renouvelable pour 2020 et 27% pour 2030, 20% d'efficacité énergétique pour 2020 et 27% d'efficacité énergétique pour 2030, 27 ou 30%, c'est en discussion pour l'instant, je passe, le but étant toujours d'unifier beaucoup plus l'Union européenne dans le domaine de l'énergie, parce que pour l'instant, beaucoup d'États font ce qu'ils veulent sans vraiment se coordonner. Et ces objectifs visent à cela, notamment aussi avec les interconnexions, je ne vais pas en parler, mais il faut absolument créer des autoroutes pour que le gaz et l'électricité circulent librement. On va en dire un mot très rapidement tout à l'heure. Je voudrais aussi insister sur une grosse différence entre les objectifs de 2020 et 2030. En 2020, ce sont les États qui sont obligés d'atteindre un objectif. En 2030, c'est l'ensemble de l'Union européenne, sans que l'on dise qui devra atteindre ces objectifs. Alors, il y a actuellement une frénésie à pousser au maximum le manichéisme. Hein, il y a des gens qui ne parlent que de renouvelables, d'autres qui ne parlent que de gaz, d'autres qui ne parlent que de voitures électriques. Ben, je crois que c'est une grosse erreur. Il faudrait être un peu plus modeste et accepter que les choses évoluent plus lentement qu'on ne le voudrait. Quelle est la situation au niveau mondial pour pouvoir ensuite parler de choses plus modernes? Ben, la consommation de charbon augmente dans le monde, de manière sensible, comme vous le voyez. La consommation de pétrole a triplé, malgré tout ce qu'on dit. Et la grosse surprise, c'est le gaz. Lorsque j'étais étudiant, on parlait très peu du gaz. On a même interdit l'utilisation du gaz pendant 17 ans dans l'Union européenne. Et vous voyez aussi maintenant l'explosion du gaz, tellement il y a du gaz partout, et on est en train de changer le marché du gaz fortement en Europe. Et le gaz a un triple avantage, c'est qu'il est abondant, propre et bon marché par rapport à tout le reste. Donc, je pense que le gaz va continuer à se développer fortement dans le monde et aussi en Union européenne. Le nucléaire, bien entendu, s'est développé, on ne va plus en parler aujourd'hui, mais je crois que le nucléaire n'est pas mort, comme on essaie de le faire croire en Europe. Il y a encore du développement ailleurs dans le monde. L'hydroélectrique s'est développé surtout ces dernières années en Chine, en Amérique latine. Et puis voici les énergies renouvelables dont tout le monde parle. Smart, c'est la petite ligne jaune là-bas au-dessus. Si on regarde en pourcentage, ça fait 2%. Alors, il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est pas bien. C'est un fait. Dans le monde, l'éolien, le solaire et les autres, ça représente 2%. Donc faisons attention de ne pas croire que tout va être possible, on va passer tout renouvelable immédiatement. Je voudrais signaler aussi que dans les chiffres internationaux, comme je le donne ici, il n'y a pas la biomasse. Pour le même graphique pour l'Europe, il y a de la biomasse, et donc le chiffre est différent. Oui ? Pourquoi parle-t-on exactement énergie primaire ou énergie... Ça, c'est énergie primaire. Et merci pour la question, parce que vous allez voir combien c'est important. Quel pourcentage d'efficacité ? Alors, justement, on va y arriver. Donc ça, c'est pour l'énergie primaire. Alors, quand on parle d'énergie renouvelable, ben, pour être smart, on dit, ah ben oui, l'éolien et le solaire, ce sont les énergies modernes. Voici l'éolien, développement en Europe, ce sont toujours énergies primaires. Voici le solaire, gros développement depuis la mise en œuvre des directives européennes. Hein. Ce gros changement, c'est la politique voulue par l'Union européenne.
Et les gros changements, c'est surtout Allemagne, Italie et Espagne, hein. C'est eux trois qui font ces gros changements. Des grands pays aussi. Voilà. Au Danemark, il y a beaucoup d'éoliennes, mais c'est un petit pays. Donc, dans la masse, c'est surtout l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Voici la géothermie, comme je vous avais dit tout à l'heure. Pas de gros changements. Ensuite, voici les marées et les ondes. Vous n'avez rien vu? Pourtant, j'ai appuyé sur le bouton, hein. L'hydraulique, je parle de l'Europe ici, hein. Et voici la grosse réalité des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables en Europe, c'est essentiellement le bois, la biomasse. On va le voir avec un exemple. Monsieur a posé une question si c'était énergie primaire, énergie finale. C'est important de faire la différence. Les énergies primaires, ce sont les énergies que l'on mentionne, charbon, gaz, pétrole, uranium, bois. Puis les énergies finales, c'est ce que nous, en tant qu'utilisateurs final, nous utilisons, c'est-à-dire de l'électricité, du chauffage et du carburant. Il n'y a rien d'autre. Entre les deux, il faut transformer l'énergie primaire en énergie finale. Et là, on en perd parce qu'il y a une opération technique, des combustions, des transports, des raffinages, qui font qu'on perd grosso modo un tiers de l'énergie. Je voudrais insister sur le fait que la technologie est dans tous ces domaines, mais que dans le parti de gauche, c'est surtout des actions de géopolitique qui déterminent la politique à suivre. C'est la géopolitique, la géographie liée aux ressources que certains détiennent. Par contre, à droite, sur les consommations d'électricité et les consommations de chauffage, là, c'est de la politique, et donc la policy, hein, pour bien dire. Et là, ce sont des politiques différentes qui doivent intervenir. C'est important parce que je commence mon cours à l'ULB avec un tableau noir, avec des petits calculs d'arithmétique. 100 moins 20 égale 80, 100 moins 27 égale 73. En dernière master, ils savent calculer, n'est-ce pas? Ils arrivent à des chiffres à peu près corrects. 20% d'énergie renouvelable en 2020 signifie 80% non renouvelable en 2020. 27% d'énergie renouvelable en 2030 signifie 73% non renouvelable en 2020. Alors il y a des gens qui me disent « Oui, mais tu ne tiens pas le discours de la Commission européenne. » Bien entendu que je tiens le discours de la Commission européenne. C'est la Commission... Oh, décidément. C'est la Commission européenne qui fixe ses objectifs 20 et 27 avec l'Union, bien entendu, dans le mécanisme de l'Union. Donc c'est la Commission qui s'occupe aussi des 80 et des 73. Et je peux vous assurer que mon commissaire s'occupe énormément de ces chiffres sur lesquels il faut aussi travailler. Comment va-t-on faire pour avoir assez de gaz en Europe? Ça fait partie de la politique européenne, bien entendu. Et maintenant, j'en viens à la question. Le 27%, en fait, et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent, est sur l'énergie finale et non pas sur l'énergie primaire. Et donc, quand on transforme l'énergie finale en énergie primaire, ça ne fait plus que 22%. Et donc, en 2030, nous aurons 78% qui ne sera pas énergie renouvelable. Nous devons nous en occuper. Ça fait partie de la politique européenne. On ne peut pas dire « Ah on va tout faire renouvelable » et puis quand la réalité, ce n'est pas celle-là. Donc, ne dites pas que je suis contre les énergies renouvelables, je suis contre le manichéisme. Il y a de la place pour tout le monde, il faut de la place pour tout le monde parce que la réalité est celle-là. Alors, quelle est la répartition de l'énergie finale dans l'Union européenne? Je vous ai dit, il y a 3 énergies finales, l'électricité, les carburants pour la mobilité et le chauffage. Chauffage industriel ou domestique. Alors je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner qui est qui, pendant que je rafraîchis ma bouche. Il y a des spécialistes dans la salle, ils le savent. Mais tout le monde n'est pas spécialiste. L'électricité, ça représente 22% de la demande finale en énergie. Et les carburants, 28%. Et le chauffage, industriel et domestique, 50%.
Donc, quand on veut commencer à dire qu'il faut faire tout électrique, ben, le chemin est très long. Très, très long. Je ne dis pas qu'on va y arriver, ne pas y arriver. Mais prétendre qu'aujourd'hui, on va tout faire électrique, ben, c'est la petite partie, l'électrique, pour l'instant. Et donc, il va falloir renverser fameusement le système pour aller vers tout électrique. Notez bien que c'est pas facile de trouver ces chiffres. C'était pas facile de trouver ces chiffres. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus en 2006, on n'avait pas de données. Parce que l'Union européenne travaillait surtout sur ce qui est marché et on n'avait pas beaucoup de données sur la chaleur. Aujourd'hui, on a corrigé et donc on a les données. Alors, pour revenir aux énergies intelligentes, comme l'éolien, on entend souvent dire dans les médias, ben, tel jour c'était fantastique, en Allemagne, il y avait 80-85% ou 100% d'énergie renouvelable. Quand on dit énergie aussi, faites attention, dans la tête des gens, c'est électricité. Hein. Quand ils vous disent qu'il y a 100% d'énergie renouvelable en Allemagne, c'est électricité, c'est le 22%. Hein. Ben, c'est pas toujours comme ça. Il y a des jours où il y a 0,55% de vent. Et ça, on ne le dit pas dans la presse. Que faut-il faire? Ben, il faut trouver des solutions qui compensent ce caractère aléatoire de la nature. Ce n'est pas des méchants qui empêchent cela, c'est la nature qui empêche parfois le développement de l'énergie, la production d'énergie éolienne ou solaire. Et donc, on doit trouver des solutions pour pallier à cela, pour pallier à cette problématique. Et c'est comme ça qu'est née la notion de smart grid, comme je vais essayer de vous illustrer, sans rentrer dans des détails techniques, bien entendu, ce n'est pas le cadre. Je vous présente le laboratoire où j'ai fait mes études d'électricité. Plusieurs d'entre vous connaissent ce laboratoire. Ces machines-là, maintenant, sont mises sur le côté parce qu'il y a des nouvelles machines. Mais je suis retourné expressément dans le laboratoire pour faire cette photo. Oh, décidément, là, je ne suis pas doué. Pourquoi y a-t-il toutes ces lampes? Hein? Que fait-on avec toutes ces lampes dans un laboratoire? Il y a 4 côtés. Hein? Vous imaginez, des grosses lampes, hein, des grosses ampoules. Hein? Parce que quand on génère de l'électricité, il faut la consommer. Parce qu'il n'y a pas moyen de générer de l'électricité sans la consommer. C'est la nature qui est comme ça. Si vous voulez produire de l'électricité, il faut la consommer. Et si vous voulez allumer des lampes, il faut générer l'électricité. Ça doit être instantané. Au point que, quand on vous parle de grid parity, parce que ça c'est un terme qui revient souvent dans les médias, ah oui, mais maintenant, c'est bon marché, c'est grid parity. Le coût de la mise en œuvre au réseau est équivalent. Mais ça n'existe pas, ça. Nulle part il y a une production d'électricité. Décidément, nulle part il y a une production d'électricité s'il n'y a pas ici des fils qui vont vers les lampes. Ça n'existe pas. Une production d'électricité n'existe pas s'il n'y a pas de consommation. Et donc, dire que le prix de l'électricité, là, est égal dans tous les systèmes, c'est faux, ça n'existe pas. Que faut-il faire? Quand vous éclairez, instantanément, il y a un impact sur le réseau de distribution, qui lui a un impact sur le réseau de transmission, et qui lui a un impact sur les centrales électriques, qui elles-mêmes interagissent et réagissent directement en sens inverse. Tout doit se faire de manière instantanée, rigoureuse. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a rien de nouveau. C'est pour ça que quand on dit de smart grid, je veux bien, mais avant, les grids n'étaient pas stupides. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Ce qui est nouveau, c'est le fait qu'il y a maintenant beaucoup d'intermittences. Et l'intermittence est due au développement des éoliennes, au développement du solaire, et tout ça doit venir en même temps qu'encore des grandes centrales. Des grandes centrales nucléaires, des centrales au gaz, des producteurs chez eux avec des autoproducteurs. Et donc, la grosse difficulté maintenant, c'est qu'on doit intégrer beaucoup plus d'acteurs
des grandes centrales, des petites centrales, des moyennes centrales, et des consommateurs différents, y compris des consommateurs qui sont producteurs eux-mêmes. Si vous avez des panneaux sur votre toit et que vous consommez votre énergie, vous êtes content, mais si vous ne consommez pas tout, vous voulez le vendre au réseau. Et donc on est en train de développer un mécanisme extrêmement complexe qui va permettre à tout le monde de prendre sa place. La difficulté, c'est que tout cela prend du temps. La notion de smart grid, elle est simple à expliquer comme ça, mais ensuite, quand on doit mettre ça là en œuvre, c'est extrêmement compliqué. Quel est le résultat au niveau de l'Europe de cette nouveauté ? Bien, vous voyez ici le résultat à gauche en valeur absolue et à droite en valeur relative. C'est que nous avons, grosso modo, pour le secteur domestique, le coût de l'électricité qui représente 42%, et les autres coûts qui présentent 58%. Le coût du réseau est énorme. Et quand on vous parle de grid parity, on vous parle uniquement de cela. Et on néglige ce qui se passe au niveau du réseau et ce qui se passe aussi au niveau des financements qu'on donne pour gérer le réseau ou pour produire les énergies renouvelables. Résultat des courses, en moyenne, en Europe, le prix de l'électricité augmente de 3,5% par an, en moyenne pour tous les pays. Alors que le prix de l'électricité, lui, diminue. Le coût de production de l'électricité diminue, ce qui augmente, c'est la gestion du réseau et les subsides. Donc, faites attention quand on vous parle de grid parity, ne vous laissez pas entraîner. Donc, tout cela, maintenant, je passe un peu des slides, mais je vais laisser les slides après sur le site, vous aurez un peu plus d'aspect technologique. Tout cela doit fonctionner maintenant de manière harmonieuse, avec des nouveaux systèmes qui s'intègrent, et cela n'est possible que s'il y a beaucoup de recherche et de développement. La Commission européenne investit beaucoup dans la recherche et le développement de tout cela pour intégrer tous ces réseaux avec des nouvelles techniques qui n'existaient pas auparavant, mais également une grosse difficulté que nous avons, c'est le financement de tout cela. Tout cela va demander de l'argent, et du fait qu'on a ouvert le marché de l'électricité, mais il y a maintenant des tendances à dire oui, mais qui va payer? Parce que le producteur, il ne veut pas payer pour le réseau, le gestionnaire du réseau, il ne peut pas payer ça tout seul parce que sinon ça sera trop cher. Il y a beaucoup d'investissements à mettre en œuvre qui sont pour l'instant difficilement développés. Hein. Donc ça avance, mais très lentement. Je crois qu'on va y arriver, mais ça va prendre du temps. Un réseau intelligent doit s'accompagner également de mesures intelligentes. Pourquoi? Parce que si on parvient à gérer mieux la consommation des ménages, ou même de l'industrie, on va pouvoir mieux s'adapter à la réalité de la nature. Le vent souffle, eh bien, un compteur intelligent pourrait directement mettre en fonctionnement votre lave-linge. Le vent s'arrête, eh bien, le compteur intelligent va envoyer un signal pour que le lave-linge s'arrête. Bon, c'est plus difficile pour l'éclairage, mais il y a des appareils qui peuvent fonctionner à certains moments de la journée plutôt qu'à d'autres. Tout cela est aussi à mettre en œuvre avec des signaux tout à fait nouveaux dans le système des réseaux. Vous voyez à droite, là, sur cette photo, les vieux compteurs, et ça, ce sont des nouveaux compteurs qui non seulement mesurent de manière intelligente sans qu'on envoie à la maison quelqu'un pour relever le compteur, mais qui peuvent aussi, comme je vous le disais, interagir avec le client, un consommateur final, ou ses appareils. Et on peut recevoir via des applications, smartphones ou autres, les tendances. Ça, c'est une photo qu'un producteur d'électricité en Lettonie m'a donnée lui-même. Et il me montrait, voilà, ses consommations instantanées, et il pouvait décider, en fonction du rouge ou du vert, s'il devait décrocher ou non ses appareils à distance. Donc tout cela est en train de se préparer, et je crois que justement, quand on parle de smart, c'est surtout de ce côté-là qu'il faut voir. Le smart va être surtout dans la gestion de la demande. On va être beaucoup plus attentif à notre consommation grâce à ces nouveaux instruments que l'on met en œuvre. Alors, une des grosses difficultés, c'est que
est-ce qu'on ne pourrait pas finalement stocker l'énergie lorsqu'il y a du vent ou du soleil, s'il n'y a personne qui le consomme? Et de là naît la notion de stockage. C'est devenu un sujet à la mode aussi, le stockage de l'énergie, le stockage de l'électricité. Et vous entendez, comme tout le monde est en train de parler de stockage d'électricité. Il y a de la place, vous pouvez rentrer là, faites le tour, il n'y a pas de souci. Je crois aussi que là, on est en train d'attendre une rupture. Il nous faut une rupture technologique dans le domaine des batteries. Continuer à produire plus de batteries, comme on va le voir dans un instant, qui sont les mêmes que celles d'aujourd'hui, ça va réduire les coûts. Mais pas suffisamment que pour pouvoir stocker massivement de l'électricité. Aujourd'hui, il n'y a aucun stockage de l'électricité massif, en génération. Ah, on va dire, oui, il y a des exemples pilotes qui coûtent horriblement cher, comme dans toutes les activités pilotes, parce qu'on fait de la recherche, bien entendu. Mais une application industrielle, ça n'existe pas. On ne stocke nulle part de l'électricité avec des batteries. Ça n'existe pas parce que c'est hors de prix. Hors de volume aussi. La seule façon de stocker de l'électricité pour le moment, c'est celle aussi qui était stupide, ce sont les stations de pompage, comme à Caux, où quand il y a trop d'électricité, on l'envoie au bassin supérieur, et qu'il n'y a pas assez, on l'envoie au bassin inférieur. Et ça existe un peu partout en Europe, et c'est pas si stupide comme je viens de le dire, c'est aussi intelligent, mais voilà, quand on parle d'intelligence aujourd'hui, on parle de batterie. J'ai eu la chance de rencontrer le professeur Sadoway. J'étais avec lui dans une conférence sur les Smart Cities à Barcelone, et avant de préparer cette conférence, il m'a envoyé un email, là, je vous le laisserai, et c'est le Time Magazine considère que Sadoway est un des 100 hommes les plus influents au monde. Pourquoi? Parce que c'est le génie de l'électrochimie actuellement. Et donc c'est lui qui travaille sur le meilleur laboratoire au monde, du MIT, sur les batteries. Et il me disait, oui, on peut certainement utiliser les batteries dans les automobiles, on va le voir, ça fonctionne. Mais ça n'a rien à voir avec la production d'électricité. Et il y a un grand gap. Et il disait, il nous faut 2 ruptures technologiques, 2 ordres de grandeur, pour pouvoir dire qu'on va stocker de l'électricité avec des batteries. Et lui, il se plaignait en disant, c'est dommage qu'on est tous en train de travailler sur le lithium, parce que ça ne va pas nous aider. Quel est le problème? C'est que toutes les batteries actuellement fonctionnent avec un saut d'électrons. Un seul. Et il faut chercher au moins deux électrons qui sautent dans les batteries. Et là, c'est de la recherche fondamentale. On n'est nulle part, on est nulle part. Il faut la recherche fondamentale, et ce n'est pas des applications industrielles comme on devrait l'avoir. Alors, on va passer à tout transport, les transports intelligents. Quel est le problème de l'énergie? C'est que dans le domaine de l'électricité, la génération d'électricité et dans le domaine du chauffage, nous avons un équilibre du portefeuille énergétique. Dans le domaine de l'électricité, en Europe, grâce au fait qu'il y a 28 pays, la moyenne est bonne. Vous le voyez à peu près, un quart charbon, un quart gaz, un quart renouvelable, un quart nucléaire. J'arrondis les chiffres. Hein. C'est extraordinaire. On a un bouquet énergétique tout à fait équilibré dans l'Union européenne. Si on passe au chauffage, là, c'est un peu moins équilibré, mais c'est encore diversifié, avec une place prépondérante du gaz, parce que comme je le disais tout à l'heure, le gaz abondant, bon marché et propre. Et donc c'est normal que pour le chauffage, il y ait une place prépondérante du gaz. Le problème du transport, c'est que nous dépendons presque exclusivement des produits pétroliers. On dépend uniquement du pétrole pour pouvoir faire fonctionner notre système de transport. C'est là la difficulté. Nous devons trouver une rupture dans le domaine du transport. Or, malgré tous les efforts qu'on a faits depuis les crises pétrolières des années 70, on est toujours au même niveau. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau ces dernières années?
Ben, un tout petit peu de biocarburant, 4%, mais on est en train de faire marche arrière toute, pour des raisons environnementales. L'électricité, c'est 1%, donc les trams, les métros et les trains, c'est 1%, hein. C'est rien du tout, hein. Et le gaz, lui, c'est pour l'instant, le gaz naturel, c'est 1%. Personnellement, je pense que ça va se développer très fort, justement pour pouvoir faire concurrence aux produits pétroliers. Alors, est-ce qu'on va passer à l'hydrogène pour le secteur du transport? Ben, j'ai eu la chance d'avoir travaillé dans ce domaine en 1985 et contribué à ce livre. Et j'étais un peu gêné lorsque j'ai été reprendre le contenu de ce livre. Quand vous voyez cette photo, là on se dit, ouh là 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 là, qu'est-ce qu'on rêvait à l'époque? Qu'est-ce qu'on rêvait? Vous voyez là un tuyau qui transporte de l'hydrogène dans les rues, avec une voiture qui est chargée avec des bonbonnes d'hydrogène, avec des fuel cells qui produisaient tout ce qu'il faut dans la maison. Rien de cela n'est devenu vrai. On a rêvé. Le problème, c'est toujours le même. C'est qu'on continue à rêver, à mon sens. Et vous voyez des belles voitures avec des belles pompes à... Notez que c'est Shell, hein, qui fait ça. Quel est le problème? C'est la chimie. C'est la chimie le problème. Ce n'est pas la volonté des politiciens. Les politiciens ont fait tout ce qu'il fallait. Mais la chimie, on ne la manipule pas. Pour produire de l'hydrogène, oubliez l'électrolyse parce que ça coûte trop cher et il n'y a pas d'électricité. Vous voyez bien qu'on n'a pas d'électricité. Donc, dire qu'on va faire de l'hydrogène avec de l'électricité, il faut arrêter de rigoler, quoi. L'hydrogène dans le monde est fait à partir de méthane. C'est ce qu'on appelle le steam reforming. Le méthane, le gaz naturel. Le gaz naturel réagit avec de l'eau et produit de l'hydrogène. Il produit toujours du CO2. Là, pour ceux qui s'intéressent au changement climatique, oubliez l'hydrogène, hein. Dès que vous pensez à n'importe quoi, vous avez du CO2. Le problème, c'est que cette réaction est hautement endothermique. Donc, vous devez fournir de l'énergie. Donc, on fournit de l'énergie pour produire un vecteur qui est explosif, dangereux. Mais surtout, c'est un produit de luxe. Brûler de l'hydrogène, c'est comme un peu brûler un sac Louis Vuitton. L'hydrogène est un produit de luxe. C'est la base de la pétrochimie. C'est pour ça qu'on produit... L'hydrogène est produit actuellement avec cette réaction. Parce que on a besoin d'hydrogène pour faire toute la pétrochimie. C'est la base de la chimie et de la pétrochimie. C'est un produit cher. Et quand on a un produit cher, on ne le brûle pas. Filière mortenée. Alors on va passer à la voiture électrique, qui elle est plus intéressante. C'est une voiture formidable. Je ne sais pas, qui a déjà conduit une Tesla? Ah. Moi aussi, voilà. Et n'est-ce pas que c'est fantastique? C'est superbe. C'est une voiture merveilleuse qui démontre qu'il n'y a pas de problème de voiture électrique. Les voitures électriques, ça existe. Et c'est bien, c'est fantastique. Le problème, c'est l'énergie, ce n'est pas la voiture. Où se trouve la batterie de cette belle voiture? Dans le châssis. Et qu'est-ce qu'il y a dans le châssis? Des batteries. En bloc, en fait, 7000 petites batteries comme vous avez dans votre montre dans la cuisine. Ça, je n'appelle pas ça une rupture technologique. C'est une amélioration d'une technologie existante qui ne va pas conduire à des ruptures comme on a besoin dans le domaine de l'énergie. En plus, cela implique qu'il faut trouver des solutions de charge partout. Des solutions, charger des véhicules un peu partout au moment où tout le monde rentre chez soi. Donc, c'est encore un problème qui vient compliquer la smart grid. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. C'est tout à fait possible.
Mais ça demande des investissements, de la recherche et de l'organisation. Et tout cela prend du temps. Donc, on peut aller vers la voiture automobile, mais ça va prendre beaucoup de temps pour avoir une masse énorme de véhicules automobiles. Alors, on va vous dire, oui, mais en Norvège, eux le font. Oui, en Norvège, une voiture sur 3 vendue est électrique. Mais j'aimerais bien qu'on ait aussi autant de gaz qu'ont les Norvégiens. Et vous voyez qu'ils n'utilisent pratiquement pas de gaz en Norvège. Tout le gaz est envoyé en Europe. Et j'aimerais bien avoir toute l'hydroélectricité qu'ils ont en Norvège. Pourquoi n'utilisent-ils pas leur gaz? Ben parce qu'ils ont de l'électricité gratuite avec l'hydroélectricité. Et quand on a autant d'électricité gratuite qu'on peut vendre tout notre gaz, ben, on n'a pas de problème d'électricité. C'est pas comme nous dans l'Union européenne. C'est nous qui avons la difficulté de l'électricité. Et en plus, ils sont riches. Le fonds de pension que la Norvège constitue grâce à la vente du gaz et du pétrole s'élève à 1 trillion de dollars. Ils ont passé le record en septembre, hein, où est-ce que c'est écrit là? Voilà, septembre, le 19 septembre. Moi, je m'étais arrêté à 800 milliards. Maintenant, ils sont à 1 trillion. 1 avec 12 zéros. Ils font ça dans le cadre du développement durable. Ils disent, le développement durable, c'est de penser à la prochaine génération. Et penser à la prochaine génération, ça veut dire qu'on ne doit pas gaspiller l'argent. On le tient pour les prochaines générations, le jour où il n'y aura plus de gaz. Et quand il n'y aura plus de gaz, ben, les prochaines générations pourront profiter de cet argent aussi. Ça, c'est du développement durable. Intelligent, il me semble. Smart. C'est du développement durable smart. Et donc, dire que on n'a qu'à faire comme les Norvégiens, ben, c'est pas sérieux de dire des choses pareilles. Alors, est-ce que Fiat est la seule voix dissonante? Parce que Fiat, le patron de Fiat la semaine dernière, je n'ai pas la date, mais c'était la semaine dernière, exactement aujourd'hui, une semaine, a déclaré, moi, je ne m'en occupe pas de la voiture électrique. Je n'ai pas d'argent à perdre. Et il a été très ferme. Ça a fait un grand tollé en Italie. Il y a 2 ans, au salon de l'auto de Detroit, il a déclaré « N'achetez pas mes voitures électriques, même si elles sont dans mon catalogue, parce que je perds 10 000 € par voiture. » Donc, voilà, c'est un constructeur qui dit non. Le problème, ce n'est pas la voiture électrique, c'est qu'on n'a pas de solution pour l'électricité aujourd'hui. Et c'est mettre la charrue avant les bœufs. Il nous faut beaucoup plus d'électricité pour pouvoir aller dans ce système. Avec aussi cette complication de gérer de manière intelligente, comme on a vu tout à l'heure, le réseau électrique. La voiture électrique existait avant la voiture thermique. C'est la voiture thermique qui a remplacé la voiture électrique. Et vous voyez Edison qui avait développé des voitures électriques. Edison, on le reconnaît. Lui, c'est M. Ford. Ils étaient amis. Ah, vous le voyez ici encore. Et vous savez qu'Edison était sourd comme un pot. Hein. Et donc, Ford était dans le conseil d'administration d'Edison. Edison, c'est General Electric aujourd'hui. Et Thomas Edison était dans le conseil d'administration de Ford. Le jour où Ford a commencé à produire massivement sa voiture, Edison a dit « J'arrête la voiture électrique. Tu as trouvé la solution. » Bon, il a trouvé la solution pendant presque un siècle. Peut-être que la voiture électrique va revenir. Mais il faut être patient. Parce que la voiture thermique n'a pas dit son dernier mot. Vous avez ici les scénarios de vente de voitures électriques. Et avec une hypothèse basse et une hypothèse haute.
Et vous voyez qu'en effet, il va y avoir de plus en plus de voitures électriques qui vont se développer. Et voici l'impact sur la consommation de pétrole. Au maximum, ça va être 3 millions de barils par jour en 2030. Peut-être même 2 millions de barils par jour. Aujourd'hui, on en consomme 95. Que vont faire les 2 ou 3 millions de barils sur les 95? Ça ne va pas changer la politique pétrolière. C'est bon pour l'environnement, pour le bruit en ville, etc. Mais ce n'est pas bon pour la situation pétrolière. Ça ne va pas changer fondamentalement. Et vous voyez, les pétroliers russes, eux, prévoient même une augmentation jusque entre 105 et 110 millions de barils par jour. Là, je vous dis, on est à 95 pour l'instant. Donc la voiture électrique ne va pas compenser l'augmentation de la demande qu'on prévoit dans le monde. Vous voyez qu'on tourne en rond là. Hein. On peut se prétendre smart, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Et d'ailleurs, les grosses entreprises manufacturières de voitures, les gros constructeurs automobiles, n'ont pas complètement abandonné le moteur thermique. Le président de Daimler-Benz, à l'Assemblée générale de l'année dernière, pas de cette année-ci, a déclaré « Nous sommes nés avec le moteur diesel, notre avenir c'est le moteur diesel, nous allons investir dans le moteur diesel ». Et en effet, voilà, il continue à développer. Ça, c'est un moteur qui existe déjà, mais il continue à développer des nouveaux moteurs. Et donc, 17% de réduction en poids, 24% d'amélioration de la friction, 13% de CO2 en moins, 80% de NOx en moins, parce que n'oubliez pas que les problèmes de NOx, c'est surtout avec les petits véhicules, hein, ce n'est pas les gros véhicules. Hein. Les gros véhicules, c'est Euro 6, et donc il n'y a pas de problème de NOx. 14% d'amélioration des performances, 11% de reprise d'accélération, avec plein d'améliorations qui ne sont pas des ruptures, bien entendu, mais qui sont toujours des progrès comme il y a dans tous les domaines de la science. Dans tous les domaines, il y a des progrès, et donc dans le moteur thermique, on continue à chercher. Je voudrais aussi insister sur le fait que le secteur automobile est le secteur qui le plus se développe au monde. Vous avez ici une liste de 50 entreprises qui font le plus de recherche et développement dans le monde. Et les flèches rouges, ce sont chaque fois des entreprises de construction automobile ou bien de composants. Je vais vous les citer, là vous êtes trop loin. Hein. Le premier qui a investi le plus en recherche et développement, c'est Volkswagen, dans le monde. Le deuxième, c'est Toyota. Troisième, General Motors. Ensuite, Ford. Ensuite, Daimler, hein, Mercedes. Robert Bosch, le grand producteur de composants allemand, Robert Bosch. Honda, BMW, Chrysler, Nissan Motors et Tata Motors. J'ai perdu Fiat. Fiat doit être quelque part là-dedans. Je l'ai vu tout à l'heure. Enfin, Fiat est dans les 50, croyez-moi. Ce qui veut dire que, comme vous le voyez, c'est le secteur qui investit le plus en recherche et développement en Europe. Et au niveau mondial, le troisième. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin énorme d'amélioration et de performance, des réductions de consommation et de protection de l'environnement. Et le transport n'est pas mort. Le transport ne fait que se développer dans le monde. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que c'est un secteur où il y a énormément de concurrence. La concurrence est féroce. Et pour être dans le marché, rester dans le marché, il faut être performant et avoir des nouveaux produits, plus vite que les autres. C'est la raison pour laquelle il y a toute cette recherche. Vous voyez qu'en Europe, le secteur automobile, ça représente 27% de la recherche. Et le secteur pharmaceutique, 18%. C'est énorme pour le secteur automobile. Et dans le monde, voici donc les performances de ces dernières années. Moins 30% de consommation, c'est ce qu'on prévoit en 2050, des meilleurs contrôles de l'injection. Là, on fait de la recherche et développement sur les voitures à 2 cylindres et pas seulement à 4 cylindres. L'électronique représente 35% du coût d'une voiture.
si ce n'est pas ça de la high-tech. Moins de poids, des fibres composites, la chimie rentre à fond dans la construction des véhicules avec les fibres de carbone, on améliore l'aérodynamique et tous les accessoires, les camions, etc. Donc il y a vraiment un très très gros développement de la recherche dans le domaine automobile, ce qui permet à l'automobile d'être performante. Malheureusement, la gestion des transports n'est pas performante. Donc ce n'est pas l'automobile qui est en cause, c'est comment on fait pour bouger dans une ville. Mais comme vous voyez, il n'y a pas que des villes. C'est aussi embouteillé alentour des villes. Quelle est la conséquence de ces congestions? Pollution. La pollution, la congestion, les embouteillages génèrent de la pollution. Pollution atmosphérique. CO2, ce n'est pas un polluant. CO2, c'est pour le réchauffement, mais ce n'est pas un polluant. La preuve, c'est que moi, j'expire. Peut-être que vous aussi, vous êtes en train d'expirer du CO2, mais ça, ce n'est pas un polluant. Le polluant, ce sont les particules, le NOx, le SOx, etc., les benzènes. Donc, il y a un véritable problème de pollution à cause de la congestion et aussi un problème de bruit. On sous-estime toujours le problème du bruit dans la pollution. La pollution, c'est du bruit. Pardon, le bruit, c'est de la pollution. Ensuite, une perte de temps énorme. Tout cela occasionne des pertes économiques et bien entendu une perte énergétique puisqu'on est là pour parler d'énergie. C'est un peu dommage qu'on est dans une société où on est en train de tout faire pour ralentir le trafic au lieu de le rendre plus fluide. On fait des efforts pour avoir des voitures qui consomment moins et puis on est en train de perdre notre temps dans des embouteillages. Je vous ai dit qu'il faut aussi parler du chauffage. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, 50% de notre consommation d'énergie, c'est le chauffage. Donc on ne peut pas négliger cette partie chauffage. La voiture est intelligente. Quand vous comparez une voiture des années 50 avec celle d'aujourd'hui, vous vous rendez compte, mais tout est automatique dans une voiture. Et c'est de plus en plus. Là. Vous savez que maintenant, les voitures roulent toutes seules, elles règlent leur vitesse en fonction de ce qu'il y a devant. Elles peuvent régler leur vitesse en fonction du panneau. Il y a un détecteur qui détecte si c'est 70 et on règle la voiture. Le lave-glace est automatique, les phares sont automatiques. Tout est automatique dans une voiture. C'est vraiment smart, une voiture. Et nos maisons sont idiotes. J'étais à Londres, je donnais un cours de master à ICP, et j'étais choqué, là, l'auditoire. Vous vous rendez compte de l'état de vétusté? Et puis j'ai fait plein d'autres photos, je n'ai pas le temps de vous montrer, mais plein d'autres photos à Londres. La plupart des maisons à Londres sont avec des fenêtres qui datent des années 50. Pas de double vitrage, et non seulement pas de double vitrage, mais comme vous le voyez, c'est vieux, décrépit, et donc le vent rentre partout. Alors, est-ce qu'on est smart en mettant un panneau photovoltaïque et puis laisser des choses pareilles? C'est dramatique, je trouve. Et grâce à cela, la prise de conscience, la Commission européenne a lancé un nouveau programme qui s'appelle Smart Heating, qui est justement une politique de sensibilisation des États membres pour qu'ils sensibilisent les collectivités territoriales et qu'in fine, le citoyen fasse quelque chose. Parce que le double vitrage, ça date des débuts des années 70. Et donc on pourrait évidemment être beaucoup plus intelligent dans ce domaine. Et dans cette politique d'intelligence des maisons, on a développé un système d'étiquetage. Vous connaissez l'étiquette pour acheter un frigo, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, quand vous rentrez dans un bâtiment public, il y a une étiquette. C'est légal, obligatoire. Ce n'est pas encore pour les maisons privées. Mais quand vous voulez vendre une maison ou louer une maison, vous êtes obligé de présenter le certificat de performance énergétique. Bon, tout le monde ne regarde pas, mais si c'est quelqu'un qui regarde à son portefeuille, ben, il dira « moi je veux voir combien consomme cette maison ». Et donc on a développé cela, c'est une obligation pour essayer de finalement être un peu plus attentif à notre consommation d'énergie dans les maisons. Et on est en bon chemin là. Hein. Il y a beaucoup de dispositifs qui permettent aujourd'hui de mieux gérer les consommations, parce que la maison commence à communiquer
avec la chaudière, avec la météo. Et je vais vous montrer un exemple. Mais vous voyez, ça c'est en Chine, c'est à fond qu'ils sont là-dedans. À fond, dans l'intelligence dans la maison. Je vous présente mon lave-vaisselle, ou plutôt le lave-vaisselle de mon épouse. Et comme vous voyez là, on a un smart thermostat qui nous facilite la vie. Si on est à la maison, ben, il gère tout automatiquement en fonction de la programmation. Si on n'est pas à la maison, ben, on lui dit qu'on n'est pas chez moi. Et on permet ainsi d'avoir une gestion plus intelligente de la maison. C'est très agréable. Ça fonctionne très bien. Et si vous n'en avez pas un, je vous conseille d'en mettre un. Mais ça ne change pas grand-chose à la consommation d'énergie. C'est là le problème. Notre situation énergétique ne va pas s'améliorer avec des dispositifs comme ça. C'est marginal. Si je ne suis pas là, je peux l'éteindre et dire, voilà, je suis en retard d'une demi-heure, ça ne vaut pas la peine de se mettre en route. Donc, il y a une petite amélioration énergétique, mais c'est marginal par rapport à ce qu'on consomme dans une maison. Et c'est là le dilemme qu'il y a dans cette notion de smart. Moi, je l'ai installé parce que je trouve que c'est fantastique. Mais ça ne change pas la géopolitique de l'énergie. Hein. Ça ne va pas changer les émissions de CO2. Et donc, oui, très bien, faisons-le, faites-le. Mais notre situation énergétique ne va pas s'en trouver fondamentalement changée. Alors, on va maintenant aller vers des villes intelligentes. C'est important parce que 70% de la population en Europe vit dans des villes. On a quitté les zones urbaines, les campagnes, pardon, pour aller dans les villes. C'est une réalité un peu partout. Et forcément, la consommation d'énergie est proportionnelle à la concentration urbaine, donc aussi 70, 3/4 de l'énergie consommée est dans les villes. Si nous voulons être attentifs à nos consommations d'énergie globales, ben, il faut faire attention à la gestion de l'énergie dans les villes. J'ai eu le privilège en 1994 de lancer cette activité à la Commission européenne, et je salue mon assistant qui était là, qui s'occupait avec moi de cela. On a lancé cela pour essayer de dire, voilà, dans les villes, il faut s'occuper de gestion de l'énergie. On a appelé ça la maîtrise de l'énergie. Aujourd'hui, c'est une lapalissade. En 1994, c'était tout nouveau. De nouveau, ce ne sont pas des ruptures technologiques, ce sont des améliorations. Mais des améliorations qui permettent d'avoir une meilleure gestion, une meilleure intégration des différentes énergies et des différentes politiques pour que nos villes deviennent un peu plus intelligentes. Notez que les villes dans le passé n'étaient pas intelligentes, n'étaient pas stupides non plus. Hein. Vous connaissez Ségovia, ce magnifique aqueduc. Ben, je crois que pour faire des choses pareilles, les gens étaient vraiment très compétents dans leur domaine. Donc, soyons modestes, on n'a pas tout inventé. Il y a des choses formidables qui ont été inventées dans le passé. Aujourd'hui, nous avons la technologie qui nous permet d'aller beaucoup plus loin et la Commission européenne finance toute une série de projets dans le cadre des différents programmes de la DG Énergie. Nous finançons toutes sortes de projets dans des villes, des coopérations, des réseaux de chaleur. Bon, la liste est là. Il y a plein d'exemples. Vous pouvez aller sur notre site internet, vous allez voir le nombre de villes qui s'impliquent dans ce domaine. Mais je voulais aussi mettre ça pour montrer que souvent, quand on communique en matière d'énergie, on met des éoliennes ou bien des panneaux solaires, ou bien on met des vélos. C'est très bien, mais ça ne change pas la réalité du monde. Une ville intelligente, ce n'est pas une ville où il y a des vélos. Ceux qui veulent aller en vélo, vous le voyez, à Bruxelles, ça se développe partout. Ce matin, en arrivant à mon bureau, dans le parking, j'ai vu un collègue qui arrivait en vélo et il cherchait une place de parking pour son vélo. Tellement, il n'y avait plus de place de parking pour le vélo. Bon, c'était un jour particulier à cause de la grève, d'accord, mais quand même, ça se développe. Mais ça ne change pas grand-chose à la situation du monde. Hop, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est une ville intelligente?
ben, c'est une ville où on commence à gérer de manière intégrée tout ce qu'il y a dans une ville. Et bien entendu l'énergie, on est là pour parler d'énergie, la gestion des bâtiments, hein, on a vu cela, la mobilité, on l'a vu, mais également les déchets. Les déchets, c'est une source d'énergie renouvelable. 50% de ce qu'on met à la poubelle, c'est du renouvelable. Faites l'expérience, réfléchissez, vous mettez quelque chose dans votre poubelle et vous allez voir que la moitié de ce que vous mettez provient de la nature. Et donc c'est renouvelable, c'est de la biomasse. Et donc il faut pouvoir gérer cela et faire en sorte que, vous allez voir une photo tout à l'heure, faire en sorte que ces déchets puissent être mieux gérés de manière intelligente pour minimiser les consommations et produire plus d'énergie renouvelable. La gestion de l'eau doit être intelligente aussi, parce que il ne manque pas d'eau sur Terre, hein, mais l'eau doit être traitée. Et donc ça consomme beaucoup d'énergie, forcément. Et donc il y a un coût. Donc tout ce qui a un coût, ben, il faut essayer de les minimiser, et notamment la gestion de l'eau doit être intégrée dans toute la notion de ville intelligente. Mais c'est également un développement économique. Vous allez le voir tout à l'heure avec une photo en Chine, où la ville intelligente, ce n'est pas une ville où on arrête le développement. Parfois, on entend dire, ah voilà, ben, la décroissance. Ce n'est pas du tout ça. C'est une ville où on fait du progrès économique pour le bien de la collectivité, pour créer des emplois. Tout cela implique une gestion des données, on va le voir aussi, qui implique également une meilleure gouvernance des villes. En fait, c'est le citoyen qui doit pousser à cette meilleure gouvernance dans les villes si nous voulons aller vraiment vers une situation plus saine dans tous les sens du mot dans nos zones urbaines. Et in fine, je vais vous le montrer tout à l'heure aussi avec un exemple, tous les aspects sécuritaires dans la ville. Une ville intelligente, c'est beaucoup plus large qu'une ville avec des vélos. Ça, c'est un leurre de penser que la ville intelligente, c'est uniquement le vélo. C'est beaucoup plus large que ça. Et je crois que c'est actuellement un peu dangereux qu'en Europe, on se focalise sur des choses bien sympathiques, alors que c'est une intégration de tous les aspects de la vie urbaine qui doit être réalisée. J'ai pris cette photo en Chine avec un Indien qui intervenait dans une réunion sur les Smart Cities. Et vous voyez là sa définition. Qu'est-ce qu'une ville intelligente? A city that creates infrastructure, un vilain mot, n'est-ce pas? Créer des infrastructures. That creates infrastructure, implements systems, tools and processes to enhance the quality of life of its people. Le dernier mot est le plus important. On fait ça pour les gens. C'est la qualité de vie des gens qui importe. Une ville intelligente, c'est on veut que les gens vivent mieux pour eux et pas pour moi qui dirige la ville. Vous allez me dire que c'est banal. Mais c'est pas si banal que ça. Quand on entend et qu'on voit ce qu'on voit, c'est pas si évident que cela. Là, c'est une véritable définition. Faire tout donc, avec des outils, des systèmes, on va voir un peu ça, pour la qualité de vie. Donc le but, c'est vraiment améliorer les conditions sanitaires et de qualité de vie dans une ville. Qui a inventé ce concept de Smart Grid? Est-ce que le Smart Grid a été développé par des gens qui veulent protéger l'environnement? Pas du tout. La notion de Smart Grid, je dis Smart Grid, Smart Cities, excusez-moi. La notion de Smart Cities a été développée par IBM. C'est eux qui ont dit, on va introduire tout ce qu'on sait en matière de IT dans la gestion de la ville, des zones urbaines. Smart City est un concept pour aider les villes, les communautés urbaines, les régions, dans l'accomplissement de leur mission avec l'aide des technologies d'information et de la communication pour mettre en œuvre des solutions intelligentes en proposant des nouveaux services, des optimisations des services existants, des solutions pour économiser l'énergie, l'eau et l'espace, et les relations harmonieuses au sein du gouvernement local et des citoyens. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus large que ces notions qu'on a souvent. Et le tout pour rendre la vie plus agréable.
ça n'a rien à voir avec le retour à la campagne bucolique en ville. Il y a quelqu'un ici dans la salle qui m'a dit un jour, certains veulent transformer les villes en campagne. Non, c'est pas ça. La ville doit rester la ville. Mais une ville où il fait agréable de vivre. On crée de la valeur ajoutée pour tout le monde. Comment faire? Bien, il faut de l'innovation. Tout se base sur l'innovation. L'enseignement, l'université est indispensable. Vous ne pouvez pas avoir une ville intelligente sans enseignement universitaire de qualité. Parce que les technologies découlent de l'enseignement universitaire. Il faut aussi des approches systémiques qui mettent tout ensemble, comme vous avez vu tout à l'heure, et pas se cantonner à une petite politique qui a un intérêt particulier. Et le but est toujours le même, améliorer la qualité de vie de tous les citoyens de la ville. Et cela doit être fait par et pour les citoyens. Et pas pour certains qui ont une élite ou bien une vision particulière, ou même les politiciens. Ce qui veut dire que les citoyens doivent être beaucoup plus impliqués. Ils doivent être participatifs, mais également apporter de l'innovation eux-mêmes et jouer le jeu. Et donc, finalement, pour améliorer collectivement la ville, il faut que chacun devienne meilleur. Chaque citoyen doit devenir responsable. Chaque citoyen doit être attentif à la qualité de vie, à la propreté dans sa ville, de manière à ce que ça soit tout à fait collectif. Ce sont des idées qui nous semblent banales, c'est banal, mais tout cela doit être intégré dans toutes les politiques, comme vous allez le voir avec des exemples concrets. Que faire? C'est infini ce qu'on doit faire. Par exemple, dans le trafic, avoir des signaux routiers adaptés. Pourquoi les feux rouges fonctionnent uniquement... Pourquoi la rue Béliard fonctionne uniquement dans un sens? On pourrait très bien estimer qu'à un certain moment de la matinée, la rue Béliard fonctionne dans les deux sens, ou la rue de la Loi. Pourquoi pas? Donc il y a moyen de faire des choses qui sont innovantes pour gérer le problème de la circulation dans les villes, en fonction des moments de la journée, en fonction des fréquences, etc. La même chose pour les transports en commun. Pourquoi les horaires sont toujours fixes, alors que ça dépend de beaucoup de choses? Évidemment, par exemple, aujourd'hui, on a mis des nouveaux trains. Bien, ça, c'est une gestion intelligente. Mais ça doit être fait de manière automatisée par des processus nouveaux. En matière de sécurité, comme je vous le disais, impliquer le citoyen et faire en sorte, comme on va le voir, que le citoyen participe, grâce à l'informatique, à ces villes intelligentes. Nos smartphones peuvent très bien communiquer des choses intéressantes sans qu'on soit impliqué à la police, à l'ambulance. Il ne faut pas penser sécurité uniquement police, mais également la protection du citoyen avec les ambulances, les pompiers, etc. Évidemment, tout cela risque de gêner certains parce qu'on va perdre une certaine liberté. Mais c'est ça le prix de cette nouvelle vision, c'est que oui, on doit être participatif et donc il faut que j'accepte que quelqu'un va savoir qu'à tel moment je suis passé par là. Mais ça ne l'intéresse pas lui, parce que c'est des milliers de gens qui vont passer par là à ce moment-là. Et donc ce n'est pas ce que l'individu a fait qui m'intéresse, mais ce que la masse a fait. C'est ce qu'on appelle le big data, on va le voir dans un instant. Et la même chose avec le commerce, le bruit, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous laisserai les slides par après. Donc, il faut créer de la richesse pour créer des emplois. Il faut avoir une ville qui a en vue l'efficacité, parce que l'efficacité, ça veut dire gaspiller moins d'énergie, gaspiller moins d'eau, gaspiller moins de ressources. L'économie circulaire, qu'est-ce que c'est? Ben c'est ça, c'est rechercher de l'efficacité. Donc, la quête de l'efficacité doit être présente dans tous les domaines de la ville. Tout cela pour avoir une meilleure qualité de vie. Et aussi veiller à la santé grâce à tous ces systèmes. La sécurité, comme je viens de dire, et toutes les conséquences de l'environnement. Mais comme on n'aime pas beaucoup entendre parler d'infrastructures, c'est certain qu'il va falloir investir dans tous ces systèmes. Et tout cela pour la bonne gouvernance dans les villes. L'énergie est transversale à tout ça. C'est l'énergie qui va permettre tout cela. Et donc,
je ne sais pas si c'est sur ce slide, non, c'est le suivant, vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça, peuvent être les conséquences sur la consommation d'énergie. Je crois aussi que l'Union européenne est là aussi pour stimuler chacun à aller plus loin, à faire mieux. C'est ce qu'on appelle le benchmarking. Quand on découvre qu'un produit ou une façon de faire dans un pays est intéressante, ben, ça se répand de plus en plus ailleurs. Et ça doit être la même chose dans le domaine des smart cities. C'est pour ça qu'il y a cette notion de benchmarking et tous les projets de l'Union européenne que je vous ai mentionnés tout à l'heure fonctionnent comme ça. On ne donne pas de l'argent à une ville, on donne de l'argent à un réseau de villes, à un groupement de villes, qui ensuite est obligé de partager avec d'autres, de manière à ce qu'il y ait une émulation et un partage beaucoup plus dynamique dans l'ensemble de l'Europe. Veillez aussi à l'intensité énergétique, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, l'intensité en eau, combien d'eau on consomme, et tout cela doit être comparé. Ce n'est pas du reportage avec un bic et une feuille, c'est l'informatique qui va permettre tout ça. L'informatique va pouvoir mesurer instantanément quelle est la consommation d'eau dans un quartier. Et s'il y a une fuite énorme, ben ça va se voir automatiquement. Et donc, toute cette intelligence va aider à l'amélioration de la gestion de l'intensité énergétique et de l'intensité de l'eau. La même chose avec les déchets, on va le voir. Et donc, je suis convaincu qu'on va aller vers des gestions de plus en plus intelligentes et performantes dans nos villes. C'est ça qui est le vrai message de la ville intelligente. C'est que l'intelligence, le smart, va remplacer notre incapacité à faire mieux que ce qu'on fait. On n'est pas des paresseux, mais c'est la nature humaine qui est comme ça. Et puis on ne sait pas tout gérer. Tandis que l'informatique va pouvoir tout gérer et tout rapporter à des systèmes automatiques qui vont mieux gérer la ville. Oui, donc ça va être une ville qui est à la fois intelligente pour l'énergie, pour la mobilité, pour les parkings. Vous voyez déjà que c'est beaucoup mieux maintenant. Quand vous rentrez dans un parking, il y a au moins une lampe qui vous indique où il y a des places. Mais ça, c'est rien du tout par rapport au développement qu'il va y avoir dans le domaine de la gestion des parkings. Beaucoup plus intelligent. La maison, on en a parlé, sécurité, etc. Quel est le gros changement dans ce domaine? C'est qu'on a développé ces dernières années des capteurs pour tous les domaines, qui sont de plus en plus petits et de plus en plus efficaces, qui sont de plus en plus interconnectés. Et aujourd'hui, avec des capteurs, on peut mesurer des positionnements, des mouvements, des vitesses, des accélérations, des inclinaisons, des températures, des humidités, des odeurs, des chaleurs, le feu, l'acoustique, les fonds, la vibration, les flux, les forces, les pressions, l'optique, tout. On met des capteurs partout, miniatures. Et tout cela remonte pour pouvoir gérer de manière intelligente nos consommations. Sur une plateforme pétrolière, il y a 80 000 capteurs qui génèrent 15 pétabytes de data. Une plateforme, c'est super intelligent, c'est évident. Ça coûte des milliards et ça rapporte des milliards, mais on ne fait pas ça comme un amateur, hein. On ne fait pas ça comme en 1950. Un compteur intelligent, ça fait combien là-bas? 680 millions de... 280 millions. 280 millions de pétabytes. 280 pétabytes de bits. C'est énorme. Et cela, on ne pouvait pas... Un être humain ne peut pas gérer ça. Et l'informatique va pouvoir le faire. Et donc, on va avoir des améliorations d'efficacité dans tous les domaines, hein. Bon, je remercie IBM qui m'a donné ces chiffres récemment. Donc, ce big data va transformer ce que nous vivons aujourd'hui pour être dans une situation beaucoup plus dynamique. Donc, il faut pouvoir collecter ces données, les gérer, et ensuite les analyser. Mais ce que vous avez vu, ce sont des pétabytes. Donc comment faire? Ben, il faut des nouvelles machines. Pour ça qu'IBM était derrière tout ça, bien entendu.
Et qu'est-ce qu'il faut faire? Travailler sur toutes ces données. Un smartphone, c'est 1 200 000 lignes de code. Et un four à micro-ondes connecté au réseau, connecté au réseau intelligent, c'est-à-dire à votre compteur intelligent, c'est 5 millions de codes. Voilà, toutes des choses qui n'existaient pas auparavant. C'est une innovation extraordinaire. En plus, maintenant, il va y avoir le développement Internet of Things, où tout va être connecté. Tous les devices vont être interconnectés, connectés avec Internet, pour pouvoir communiquer et gérer toute cette masse de données. La grosse question, est-ce que tout cela va réduire nos consommations d'énergie? Personne ne le sait. On le verra avec l'expérience. Tout ceci fonctionne à l'énergie, hein, les supercomputers, les smartphones, les senseurs fonctionnent à l'énergie, bien entendu, à l'électricité. Et donc, il va y avoir une explosion de la demande d'électricité, forcément. Mais c'est une demande qui va servir à consommer, à être plus efficace. Donc, est-ce qu'il va y avoir un balancement? L'histoire le dira. Pour l'instant, on est dans les balbutiements de cette situation. Voilà, je termine avec quelques photos de la Chine. Et je m'aperçois que j'ai passé un slide sur la Suède, que je vais peut-être vous montrer tout à l'heure si on a le temps. Smart China. J'ai eu la chance d'aller dans plusieurs conférences sur les Smart Cities en Chine. Et c'est, je crois, impressionnant. Ce que j'ai vu était impressionnant. Ils sont en train de construire une ville à Xiong'an, au sud de Pékin, qui est l'équivalent de je ne sais plus, 3 fois New York. Ils partent de rien et vont faire une ville 3 fois New York. Évidemment, avec toute la population qui doit se développer, une qualité de vie, etc., les congestions à Pékin, il faut construire des choses nouvelles, des villes nouvelles. C'est beaucoup plus facile, quand on construit une ville nouvelle, de faire des choses intelligentes, évidemment. Partout, on va mettre des réseaux de chaleur qu'on ne peut pas faire quand on construit on modifie une ville. Donc voilà, c'est quelque chose, un projet d'envergure. Pékin est trop engorgé, et donc il faut décentraliser, et ils vont faire une grosse décentralisation de Pékin à Xiong'an. Et pour ça, ils se basent sur des expériences qui existent en Chine, comme par exemple Yinchuan. Et comme vous le voyez, c'est pas pollué comme on pourrait le croire. Ce sont des villes propres, fleuries, modernes. Moi j'ai vu, c'est ce que j'ai vu, c'est moi qui ai fait ces photos, c'est ce que je montre ce que moi j'ai vu. Des choses propres, fleuries partout. Voilà, c'est pas de bonne qualité, mais au moins ça vous donne une impression que l'on veut vivre là aussi dans une ville propre. Personne qui veut vivre dans une ville sale, c'est contre nature. Donc l'homme qui se développe veut vivre dans une ville propre. Ceci, ce sont des blocs d'appartements qu'on a visités avec des maisons smart, forcément. Et vous voyez qu'il y a là une caméra. Reconnaissance visuelle. Si vous n'êtes pas repris, votre visage n'est pas dans la base de données, vous ne rentrez pas, tout simplement. Vous approchez, si on vous reconnaît, la barrière s'ouvre, si on ne vous reconnaît pas, la barrière ne s'ouvre pas. Voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'intrus. La maison communale de Yinchuan, avec à l'intérieur un centre de contrôle. Non, ça, c'est pas le centre de contrôle, je m'excuse. Ceci, c'est les guichets où on crée des entreprises. Vous voyez là, le guichet 48. Il y a 48 guichets où on crée des entreprises. Donc, pays communiste où on crée des entreprises à tire-larigot. Ouverture de cette conférence par le maire de Yinchuan. Deuxième slide. No car purchasing limitation and no traffic restriction based on car number. Le but de la ville de Yinchuan, c'est de ne pas limiter le nombre de voitures et ne pas avoir de restrictions au trafic. Chacun a droit à sa voiture.
Notre vision est de rendre Dubaï aussi heureux que l'on puisse sur Terre. Dubaï, le but c'est de faire des gens heureux pour qu'on vive bien dans la ville. De nouveau, en Malaisie, même chose. Wealth, vous voyez, wealth, 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 wealth. Bien-être, développement, bien-être, développement. Malaisie. Ça, ce sont les boîtes aux lettres de l'appartement qu'on a visité tout à l'heure. City Beautiful Yinchuan. C'est ça leur slogan. Notre ville doit être belle, merveilleuse. Les boîtes aux lettres fonctionnent avec le smartphone. Vous vous approchez, la boîte aux lettres s'ouvre. Enfin, il y a des codes aussi ici, etc. Ces boîtes aux lettres sont réfrigérées. C'est un frigo. Le frigo est derrière, mais les boîtes aux lettres sont réfrigérées. Pourquoi ? Parce que quand on est au travail avec son smartphone, on commande le repas et le livreur vient, il a le code, il ouvre la boîte aux lettres et met le repas. Et quand vous rentrez le soir, ben, vous prenez votre repas frais. Je n'ai pas inventé ces photos, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous dit, mais moi j'ai vu ça. Hein. Il y avait en même temps une exposition de coopération avec les pays arabes, main dans la main pour réaliser notre rêve de croissance. Rêve de croissance. La croissance, c'est beautiful pour eux. Et pour faire ça, eh ben, il faut de la technologie. La ville est propre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et la gestion des déchets est réglée par Internet. La poubelle est connectée à Internet. Vous ne devez pas ouvrir le couvercle pour vous salir. Vous approchez la main, le couvercle s'ouvre tout seul. Compact bin, tout est compacté. Et lorsqu'il n'y a plus de volume, ce n'est pas une question de poids, lorsqu'il n'y a plus de volume, Internet envoie un signal pour qu'on vienne vider. Évidemment, vous voyez, là, on était tous là, émerveillés, là, tout alentour, voilà. C'est ça la gestion intelligente des déchets. C'est pas comme en Calabre. Je viens de cette commune. Vous voyez la réalité terrible. Qui est propre? Voilà, je termine. Je vous signale les 2 derniers livres que j'ai publiés. The Changing World of Energy and Geopolitical Challenges. Le premier volume, Understanding Energy Development, et le deuxième, The Geopolitics of Energy. J'ai des copies ici si vous voulez les feuilleter tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre attention. Je crois que ce que j'ai essayé de vous faire, je n'ai jamais fait cette leçon, vous êtes des cobayes. Hein. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'il va y avoir une révolution. Et c'est bien pour le bien-être de tout le monde. Mais je ne crois pas que cette révolution va être suffisante que pour changer le paradigme énergétique. On va continuer à dépendre encore pendant longtemps d'énergie et la demande d'énergie dans le monde va croître. Et donc on doit faire le mieux possible pour ne pas créer de chaos énergétique parce que sans énergie, il n'y a pas de vie. Voilà, merci beaucoup pour l'attention.